J'ai l'honneur ce matin de vous entretenir sur le coma hyperosmolaire et je voudrais d'abord remercier la plateforme REMA, qui est le réseau d'échange des médecins en Afrique, si je ne me trompe pas, de nous permettre aujourd'hui d'échanger sur cette pathologie qui est très importante. Euh, Professeur, excusez-moi de vous interrompre. Pouvez-vous allumer alors votre vidéo? J'allume la vidéo. Oui, oui. Oui, c'est Ça va super. comme ça? Merci. Oui, oui, c'est super. Merci, professeur. Donc, je disais bonjour, mesdames et messieurs, chers collègues. J'ai l'honneur ce matin de vous entretenir sur le coma hyperosmolaire. Et je voudrais remercier pour cela la plateforme REMA qui me donne cette opportunité aujourd'hui d'échanger sur cette question, sur cette pathologie. Quand je dis nous, j'entends par là, en fait, de façon générale, le personnel de santé et la communauté scientifique en Afrique et à travers le monde. Et particulièrement en tant qu'anesthésiste réanimateur, c'est une occasion d'échanger avec nos collègues d'à travers l'Afrique, la sous-région, notamment à travers nos sociétés savantes où ce lien d'échange a été largement partagé. J'entends par là la Société gabonaise d'anesthésie réanimation de médecine d'urgence, la Fédération des anesthésistes réanimateurs d'Afrique centrale et notre société mère en Afrique qui est la Société d'anesthésie réanimation d'Afrique francophone. Donc, pour commencer, je commencerai par dire que j'ai été sollicité par la à ce sujet, cette problématique. Et pendant notre présentation, nous allons aborder successivement, après une introduction, nous donnerons quelques objectifs pédagogiques. La première partie portera sur les généralités, la deuxième partie sur le diagnostic, la deuxième partie sur la prise en charge, on parlera de l'évolution du pronostic et on terminera avant de conclure par la prévention et quelques recommandations. Le coma hyperosmolaire est aussi appelé syndrome d'hyperosmolarité hyperglycémique. C'est deux associations, hyperosmolarité et hyperglycémique, qui sont vraiment à la base de cette pathologie si grave. C'est une urgence métabolique grave et mortelle. Je disais tout à l'heure à Mme Mazatassou qu'elle a presque tout dit. Donc, urgence métabolique, dont normalement de type 2, le plus souvent, sujet d'un certain âge, mais qu'on ne s'y trompe pas, cette pathologie peut aussi survenir chez un diabétique de type 1, voire même en mode inaugural. C'est une complication du diabète qui est moins fréquente que l'acidocétose, qui est vraiment le coma hyperosmolaire est moins fréquent, avec des conséquences neurologiques et constitue de ce fait un véritable défi diagnostique pour le personnel soignant qui doit pouvoir l'identifier et le traiter précocement. Voici les objectifs pédagogiques dont je parlais. C'est en dehors même du fait que c'est important d'arriver à faire le diagnostic rapidement et de traiter. Et c'est important pour nous aussi en tant qu'enseignants, pour les étudiants qui nous suivent, qu'ils sachent qu'il y a des points importants à retenir à la fin de cette présentation. Le premier point, c'est pouvoir expliquer les mécanismes physiopathologiques du coma hyperosmolaire, de citer les principaux paramètres du diagnostic positif du coma hyperosmolaire, énumérer les diagnostics différentiels du coma hyperosmolaire, de prescrire le protocole insulinique dans le coma hyperosmolaire parce qu'il est très différent du protocole de l'acidocétose diabétique, et enfin planifier la correction des troubles hydroélectrolytiques. Pour ce qui est de la première partie, nous verrons tour à tour quelques définitions, l'intérêt de la question et faire quelques rappels. La première chose à définir, c'est l'osmolarité plasmatique. Ce n'est pas commun
c'est pas on va dire, un terme qui peut être familier à tous les praticiens. Donc, c'est important qu'on parte de cette définition de l'osmolarité plasmatique, qui est tout simplement la concentration totale de toutes les particules dissoutes dans le plasma. Elle permet de mesurer la capacité de ces particules à attirer l'eau. Et cette capacité à attirer l'eau, c'est ce qu'on appelle tout simplement la tonicité plasmatique. Et elle permet de maintenir l'équilibre entre les différents compartiments, c'est-à-dire intra- et extracellulaire. Là, je vous ai mis la formule en fait qui permet de calculer cette osmolarité plasmatique en sachant que la valeur normale est entre 275 et 295 milliosmoles. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'hyperosmolarité? C'est tout simplement l'élévation anormale de la concentration de ces solutés dans le plasma et qui se traduit par une augmentation de l'osmolarité et le diabète non contrôlé. Maintenant, pour ce qui concerne notre sujet d'échange aujourd'hui, qui est associé à une hyperglycémie sévère, et la particularité chez le diabétique, c'est qu'il n'y a pas de cétose, il n'y a pas de corps cétonique, et nous avons une hyperosmolarité plasmatique qui est supérieure ou égale à 320 milliosmoles. Parlant de l'intérêt est quadruple, notamment épidémiologique, diagnostique, thérapeutique et pronostique. Sur le plan épidémiologique, quand on prend la population de diabétiques, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas la complication la plus fréquente et la littérature dénote une personne sur 1000 personnes années de patients diabétiques. Donc, c'est pas très courant. Mais la particularité, c'est sur le plan diagnostique, c'est vraiment une présentation insidieuse et ça peut être même inaugurale du diabète, que ce soit de type 1 ou de type 2. Dans une étude qui a été faite à Libreville et publiée en 2022 sur la revue Ramur, donc le professeur Ngomas a démontré que c'est une pathologie qui survient beaucoup plus sur c'est une étude qui a été réalisée en réanimation polyvalente à Libreville. Donc, la particularité, c'est que le coma hyperosmolaire en orange ici survient beaucoup plus chez les patients de plus de 55 ans. Donc, ce qui confirme ce qui est connu de la pathologie. Maintenant, l'intérêt thérapeutique, c'est parce que, comme je disais, le protocole est assez particulier, différent du traitement de l'acidocétose diabétique et des autres complications métaboliques, et il devrait être précoce. Et maintenant, le pronostic, il est lourd, on l'a dit. Madame Azatassou a parlé d'une mortalité autour de 20%, elle peut aller jusqu'à plus de 50%. Et surtout chez ces patients qui englobent plein de choses en dehors du coma hyperosmolaire. Et toujours dans la même étude réalisée à Libreville, vous voyez que sur 31 décès, il y a 17 qui sont liés seulement au coma hyperosmolaire, donc plus de 50% des décès en réanimation polyvalente pour les comas diabétiques. À titre de rappel, ici, on va beaucoup parler de l'eau, de l'équilibre de l'eau, et c'est important qu'on se rappelle de quoi est constitué de cet équilibre. L'organisme de l'adulte est environ 60% d'eau, et cet équilibre hydrique est beaucoup plus, on va dire, a beaucoup plus son origine au niveau des apports à l'injection de l'eau et des aliments que nous consommons. Et il y a le rein qui régule en fonction des besoins de l'organisme avec des pertes urinaires. Il y a des pertes aussi par d'autres moyens, notamment les sueurs, la respiration. Et le rein régule aussi par les phénomènes hormonaux, notamment l'hormone antidiurétique qui permet de juguler la réabsorption de l'eau en fonction des besoins. Mais l'élément important ici sur lequel je voulais attirer notre attention, c'est sur la sensation de soif. Quand on a soif, on va boire de l'eau. Mais la particularité du patient qui présente un coma hyperosmolaire, c'est que cette sensation de soif, elle n'est pas satisfaite aux besoins. Sur le plan physiopathologique, j'ai tenu à vous
présenter cette planche qui fait un peu la part des choses, enfin, qui nous situe d'abord par rapport à la part des choses entre l'acidocétose et l'hyperosmolarité chez le diabétique. Il y a une carence insulinique qui va entraîner un état d'hyperglycémie. La carence insulinique fait en sorte que les hormones de la contre-régulation vont entretenir l'état d'hyperglycémie, mais la carence insulinique n'est pas si faible que, comme dans l'acidocétose, c'est-à-dire la carence insulinique permet d'inhiber, si vous voulez, de ne pas arriver à la lipolyse qui est caractéristique de l'acidocétose diabétique avec la production des corps cétoniques. Donc ici, c'est vraiment l'hyperglycémie qui est entretenue avec les phénomènes de compensation hydrique qui ne sont pas satisfaits ici. Donc, ce qui explique cette planche qui est vraiment le cercle vicieux du coma hyperosmolaire. Donc, devant des situations qui sont en fait des facteurs déclenchants de l'hyperglycémie, notamment des cas d'infection, des pathologies aiguës, ou voire la prise de certains médicaments. Cette hyperglycémie va entraîner une diurèse osmotique et le patient, par défaut de compensation de cette perte d'eau, aura une déshydratation aiguë qui sera, comme on va le voir sur le plan clinique, il va s'installer progressivement et avoir des conséquences sur le plan neurologique avec la survenue des convulsions, des comas, des confusions, des signes progressifs. Sur le plan cardiovasculaire, l'installation d'un collapsus, voire des situations de thrombose tant veineuse qu'artérielle, et sur le plan hydroélectrolytique, notamment une hypernatrémie et une hypocalémie, parce que le rein va éliminer beaucoup de potassium et avoir aussi une insuffisance rénale aiguë. Le diagnostic, on va le voir de façon académique, diagnostic positif, le diagnostic de gravité, le diagnostic différentiel et le diagnostic étiologique. Pour ce qui est du diagnostic étiologique, on commencera d'abord par parler des circonstances de survenue. Les circonstances de survenue ici, nous avons dit que c'est beaucoup plus le diabétique de type 2 qui a un certain âge, qui a un problème d'autonomie, qui a un problème de compensation de ses besoins en eau. Donc, dans une situation de pathologie aiguë ou de prise médicamenteuse, certains médicaments comme les corticoïdes sont reconnus comme étant hyperglycémiants et les diurétiques qui vont aggraver la déshydratation. Donc, c'est vraiment le cocktail qui permet en fait la survenue de cette pathologie. Maintenant, sur le plan clinique, c'est une phase de début. Il y a une phase de début, comme je disais, que c'est une pathologie qui s'installe de façon insidieuse. Il faudrait vraiment un regard aguerri pour pouvoir arriver à faire le diagnostic dès le départ. Il y a un syndrome polyurie où il y a très peu de polydipsie parce que, comme on l'a dit, le rein fait tout pour retenir le maximum d'eau qu'il y a. Donc, c'est beaucoup plus la polyurie qu'il y a, mais sans compensation par injection d'eau polydipsique. Et le patient, au fur et à mesure, va se fatiguer et est dynamique et commence par s'installer une déshydratation extracellulaire et des troubles digestifs qui vont survenir. Maintenant, à la phase d'état, désolé si la configuration ne serait pas plausible à certaines personnes, mais c'est vraiment pour montrer le cheminement par rapport aux atteintes des organes. Donc, à la phase d'état, c'est le centre en vert là, qui est la déshydratation qui n'est plus seulement extracellulaire, mais elle est globale, elle est intense, avec les troubles neurologiques, de troubles à conscience variable, il peut y avoir des convulsions, des troubles, on va dire, oculaires, et ni anopsie, ni nystagmus, fasciculation musculaire, parce que les muscles aussi vont souffrir de la déshydratation. Et sur le plan cardiovasculaire, c'est l'hypotension artérielle, tachycardie, qui sont le signe d'un déficit hydrique. Et il va avoir d'autres signes, notamment l'hyperthermie et des troubles digestifs avec des douleurs abdominales, nausées, vomissements. Donc, tout ça, c'est le cocktail de signes qui vont vraiment orienter en fonction des terrains et des circonstances de survenue vers cette pathologie.
Maintenant, pour confirmer le diagnostic, c'est un coma hyperosmolaire. Il y a la partie coma qu'on va avoir cliniquement et la partie hyperosmolaire. Il n'y a que des examens paracliniques sanguins qui vont le montrer avec cette glycémie au niveau sanguin, cette glycémie qui est souvent supérieure à 33 millimoles par litre. La natrémie est élevée au-delà de 150 millimoles par litre. C'est important ici de calculer toujours la natrémie corrigée parce que on sait que pour chaque gramme de glucose au-delà d'1 gramme, la natrémie est abaissée de 1,5 millimoles. Donc, ce qui veut dire que pour chaque gramme au-dessus pour chaque gramme au-dessus de 1 gramme de glucose, il faudrait ajouter 1,5 millimol à la natrémie que le laboratoire nous donne. Ça nous permet d'avoir une idée plus précise de la natrémie réelle. La kaliémie est souvent normale ou basse. On a dit il y a une kaliurèse qui est élevée au niveau urinaire et l'osmolarité, quand on va la calculer, on a la confirmation diagnostique avec une osmolarité qui est supérieure à 320 milliosmoles. Les autres éléments, c'est l'hyperurémie, c'est le trou anionique. Ici, c'est pour faire encore la différence avec le coma acidocétosique. Dans le trou anionique est élevé en cas d'acidocétose diabétique. Le trou anionique est élevé parce qu'on est en face d'une situation d'acidose métabolique, ce qui n'est pas le cas au niveau du coma hyperosmolaire où le trou anionique est plutôt bas. C'est la même chose pour le pH qui est plutôt, on va dire, correct, autour de 130. Les bicarbonates aussi ne sont pas abaissés. Et par contre, on a une situation d'hémoconcentration avec l'hématocrite élevé, les protéines élevées. Maintenant, sur le plan urinaire, on a évidemment le corollaire de l'hyperglycémie qui est une glucosurie qui est élevée avec plusieurs croix de glucose. Il n'y a pas de cétone et la kaliurèse est augmentée, comme je le disais tout à l'heure. Quels sont les signes de gravité? Quand on a malheureusement le patient qui est arrivé tard à l'hôpital ou au décours de sa prise en charge s'aggrave, il y a des signes qui menacent le pronostic vital à court terme, notamment l'état de choc, c'est-à-dire une altération beaucoup plus importante sur le plan cardiovasculaire, sur le plan neurologique avec un coma qui sera beaucoup plus profond et surtout l'insuffisance rénale qui sera progressive avec une baisse progressive de la diurèse. C'est un coma métabolique, donc il y a plusieurs pathologies qui peuvent mimer ou bien qui peuvent ressembler à l'acidose, qui peuvent ressembler au coma hyperosmolaire. Et le premier diagnostic différentiel, c'est l'acidocétose diabétique, qui est vraiment particulier, surtout sur certains éléments avec la production des corps cétoniques, dont l'acidocétose a ces éléments distinctifs qui permettent en fait d'éliminer le coma hyperosmolaire. On a d'autres causes de coma métabolique, notamment une hypoglycémie, une hyperurémie qui survient surtout chez les patients ayant une insuffisance rénale aiguë ou chronique, une hépatopathie, des situations d'hypercalcémie. Et il y a aussi des situations d'intoxication aiguë, que ce soit médicamenteuse ou l'ingestion de produits autres que nous pouvons rencontrer en clinique dans notre quotidien. Pour ce qui est du diagnostic étiologique, qu'est-ce qui est derrière la cause? Qu'est-ce qui en est la cause pour ce diagnostic de coma hyperosmolaire? Nous savons que nous avons des patients à risque, mais il y a des réelles raisons pour arriver à évoluer vers un coma hyperosmolaire. La première raison, c'est le déficit en insuline. La deuxième raison, c'est les pathologies qui présentent une néoglucogénèse avec une baisse d'utilisation du glucose, qui sont en fait des affections aiguës, toutes les causes de déshydratation et enfin les médicaments. Pour ce qui est du déficit en insuline, on peut avoir la découverte du diabète. On a dit que le coma hyperosmolaire peut révéler un diabète dans certaines situations. Donc, carence en insuline et
progressivement hyperglycémie qui va aboutir jusqu'à la survenue d'un coma hyperosmolaire. Une observance thérapeutique, c'est maintenant chez les diabétiques connus qui ne vont pas très bien observer leur traitement et peuvent évoluer vers un coma hyperosmolaire et des situations de pancréatite, quelle que soit la cause. Ici, le pancréas, c'est lui qui fabrique l'insuline, dont des situations, certaines pathologies pancréatiques peuvent aboutir à ces déficits en insuline. Maintenant, pour l'anéoglucogénèse et la baisse d'utilisation du glucose, c'est beaucoup plus des affections aiguës, comme je le disais. Il y a des infections, des situations de stress métabolique comme l'infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, les chirurgies et toute forme d'autres de stress qui vont permettre une hyperactivation des hormones de la contre-régulation avec une hyperglycémie qui ne pourra pas être compensée en termes de correction pour éviter la survenue d'une hyperosmolarité. La troisième cause, ce sont toutes les situations de déshydratation, toutes les causes de déshydratation, des pertes digestives, vomissements, diarrhée. Les médicaments, surtout les diurétiques, si on a des posologies ou des prescriptions qui ne sont pas appropriées aux patients ou des injections accidentelles, l'alimentation hypertonique et on revient encore dans les causes de déshydratation, un accès limité à l'eau chez certains patients qui vont développer progressivement un état de déshydratation. Enfin, la dernière cause, ce sont des médicaments qui ont été répertoriés comme étant hyperglycémiants ou déshydratants, notamment les corticoïdes, les diurétiques, les psychotropes et le propranolone. Après la phase de diagnostic, nous allons passer à la prise en charge. Nous l'avons vu en introduction, c'est une urgence métabolique mortelle. Donc, sa prise en charge doit être précoce, idéalement dans un service des urgences muni d'une unité de déchocage ou une bonne fois en unité de soins intensifs ou réanimation, selon l'appellation qu'on fait dans le service de soins hospitaliers. Donc, pour cette prise en charge, nous parlerons d'abord du but du traitement, des mesures générales, des mesures thérapeutiques et enfin de la surveillance. Pour ce qui est du but du traitement, là vraiment, vous revenez sur la planche de la physiopathologie, tout repose sur la déshydratation. Donc, le primum movens ici, vraiment, c'est de bien restaurer la volémie et en restaurant bien la volémie avec les solutés qui vont avec, tout se règle progressivement avec le temps. Donc, c'est vraiment le premier objectif du traitement du coma hyperosmolaire. Le deuxième but du traitement, c'est de normaliser progressivement la glycémie, comme on va le voir. La glycémie est élevée, mais il y a des phénomènes physiopathologiques qui permettent de compenser cette hyperglycémie. Donc, il ne faudrait pas chercher à la corriger trop rapidement, sinon on va avoir évolué vers des variants beaucoup plus néfastes pour le patient. Évidemment, il faut équilibrer les électrolytes, le sodium et surtout le potassium et traiter le facteur déclenchant. Pour ce qui est de mesures générales, nous avons, comme je l'ai dit, la prise en charge devrait se faire dans une unité de soins intensifs ou dans un service d'urgence équipé d'une unité de déchocage. Et le patient va être monitoré, monitorage multiparamétrique, cardiovasculaire, la tension, la fréquence cardiaque, la saturation pulsée en oxygène, la fréquence respiratoire, donc vraiment le plus large possible. Et ce patient sera conditionné à avoir des abords veineux le plus large possible avec des gros calibres de cathlon, minimum cathlon de 16, voire 18 ou bien voire 16 gauges, à défaut une voie veineuse centrale, en sachant que l'avantage de la voie veineuse centrale, surtout si on la met sous clavière, nous permettra de pouvoir monitorer la pression veineuse centrale. La déshydratation est au cœur de la prise en charge
Donc, si on monitore de façon horaire la pression veineuse centrale, permettrait de mieux guider la réhydratation comme on va l'avoir tout à l'heure. Mettre une sonde vésicale permettrait de mieux surveiller la diurèse, non seulement la quantité, mais aussi la qualité. Et la sonde nasogastrique qui peut être un vecteur par rapport à la réhydratation du patient. Pour ce qui est des moyens thérapeutiques, comme je disais, le plus urgent est de restaurer la volémie. Et donc, ça va être le premier moyen thérapeutique. Le deuxième moyen thérapeutique, c'est de normaliser progressivement la glycémie, d'équilibrer les électrolytes et de traiter la cause. Pour ce qui est de la restauration de la volémie, nous parlerons d'abord des quantités à perfuser. Il y a plusieurs, je ne dirais pas plusieurs, il y a 2 ou 3 protocoles qui sont recommandés et tout dépend maintenant des habitudes des différents services. Mais toujours est-il que ces protocoles se tiennent en sachant que l'objectif ici est vraiment de ramener la volémie à des normes pour pouvoir arrêter la cascade des complications que nous connaissons de la pathologie désormais. Donc, dans un premier temps, on recommande de faire 15 à 20 millilitres kilo pendant 2 heures. Ça, c'est en termes de quantité. Et progressivement, on ferait entre 250 et 500 millilitres par heure. Et l'autre astuce aussi, c'est de partir du déficit hydrique. Le déficit hydrique ici est calculé en faisant le poids multiplié par la division entre la natrémie du laboratoire sur 140 moins 1. Et ça va nous donner le déficit hydrique et la quantité en litres du déficit hydrique dont on passera la moitié les 12 premières heures et l'autre moitié les 12 heures suivantes, tout simplement pour éviter une correction trop rapide de la volémie qui aurait d'autres néfacts, surtout sur un terrain fragilisé où on peut avoir d'autres conséquences comme un œdème aigu du poumon iatrogène. Maintenant, ça c'est pour les quantités. Pour ce qui est des solutés, il est recommandé normalement, si le patient vient en collapsus avec une pression artérielle systolique inférieure à 80 mm de mercure, on commencera par les colloïdes. Peu importe le type de colloïde, géloplasma, gélofusine, voluvène. L'utilisation des colloïdes permet dans les 2 heures qui suivent d'avoir une restauration de, on va dire, 50 à 60% de la volémie. Et maintenant, dans les situations où nous n'avons pas de collapsis, on peut commencer avec le chlorure de sodium à 0,9% par voie IV. Certains pourraient dire que nous sommes en face d'une situation d'hypernatrémie. Pourquoi donner encore du sodium? Non, c'est une hypernatrémie circonstancielle. Les vaisseaux sont vides, il faut restaurer la vélonie et en donnant du sérum physiologique, cette natrémie, surtout si le rein reprend sa fonction normale, se retrouvera dans les normes sans pour autant entretenir une hyperkaliémie. Et de l'eau peut être donnée par son nasogastrique en fonction de certaines habitudes. De l'eau plate peut être donnée par son nasogastrique. Il faut dire ici que c'est une indication qui est beaucoup plus plausible chez les patients qui sont vraiment comateux. Parce qu'un patient conscient, c'est pas toujours évident de donner de l'eau par la sonde nasogastrique parce que c'est un dispositif qui n'est pas très commode chez les patients conscients. Maintenant, ce remplissage en fonction des solutés se fait évidemment avec l'objectif d'avoir une glycémie qui se rapproche de 9-10 millimoles et à partir de ces valeurs, on peut commencer à adjoindre du sérum glucosé 5% enrichi en électrolytes dans les apports calculés. Pour ce qui est de la baisse de la glycémie, de lutter contre l'hyperglycémie, donc on va parler de l'insulinothérapie qui est le deuxième pan de la prise en charge après le remplissage ou la réhydratation. Et je tiens encore à rappeler que cette insulinothérapie, on la commence qu'après avoir bien démarré le remplissage.
Donc, on peut faire une bonne heure, 2 bonnes heures de remplissage et progressivement commencer à faire une insulinothérapie en sachant que l'objectif est d'être autour de 10 millimoles par litre avec une baisse en moyenne 4 millimoles par heure tant que l'anatrémie est au-delà de 145 millimoles. En fait, pourquoi cette garantie? C'est parce que tant que l'anatrémie est au-delà de 145, ça veut dire que la tonicité plasmatique est préservée et quand la fonction rénale va reprendre progressivement avec le remplissage qu'on fait, ça permet de ne pas trop contrebalancer avec le mode dynamique vasculaire, avec l'hypertension, avec la pression artérielle qui va progressivement se normaliser en fonction rien que du remplissage vasculaire et de la correction de la glycémie. Parce que l'hyperglycémie permet quand même de garder une certaine tonicité plasmatique. Maintenant, le protocole se fait à la seringue autopousseuse entre 0,05 et 0,1 unité kilo. Ce n'est pas des gros besoins en insuline comparativement à la sidocétose diabétique. Maintenant, l'équilibre hydroélectrolytique, enfin électrolytique, puisqu'on a déjà parlé de l'équilibre hydrique. Pour ce qui est du sodium, il n'y a pas grand-chose à faire, juste la réhydratation. La réhydratation, c'est une réhydratation massive, comme on l'a vu tout à l'heure, et progressivement, ça va permettre de baisser la tonicité sanguine. Mais l'équilibre électrolytique ici concerne surtout le potassium, parce que le potassium, pour plusieurs raisons, il y a déjà une caliurèse qui est élevée. Il y a des thérapeutiques qui vont permettre de diminuer le potassium sanguin. Donc, dès la 3e heure de réhydratation, l'objectif qu'on devrait avoir, c'est entre 4 et 5 millimoles par litre. Dès qu'on est déjà en dessous de 4 millimoles, il faudrait commencer à faire une charge potassique. Cette charge potassique, certains disent on ne peut pas la faire si on n'a pas de voie veineuse centrale. Non, si vous avez une voie veineuse périphérique, vous pouvez donner 0,5 g par heure par voie veineuse périphérique et idéalement, par voie veineuse centrale, 1 g par heure. Souvent, on fait des charges potassiques de 3 grammes sur 3 heures et adapter surtout cela en fonction de l'insulinothérapie. Si le patient a des gros besoins en insuline, ça veut dire qu'il faudra majorer votre correction potassique. Les autres mesures dépendent des facteurs déclenchants, s'il faudra mettre une antibiothérapie. La calciparine, elle est systématique. On choisit la calciparine parce qu'elle est facilement administrable chez les patients qui ont, on va dire, une décompensation rénale. Donc, en phase aiguë, il vaut mieux faire la calciparine avant éventuellement de faire les héparines bas poids moléculaires qu'on peut donner quand le patient retrouve une fonction rénale normale. Le nurse ici est important parce que c'est, comme on l'a dit, c'est les patients d'un certain âge qui viennent avec certaines comorbidités. Donc, c'est important de mettre le nursing comme un élément thérapeutique important. Après les mesures thérapeutiques et générales, il faudrait surveiller le patient. Et cette surveillance, elle est non seulement clinique, elle est biologique et surtout s'entoure à diagnostiquer ou à prévenir les complications. Sur le plan clinique, la surveillance va porter évidemment sur la surveillance de l'état neurologique, le score de Glasgow, est-ce qu'il y a des signes de confusion, et par rapport à l'admission du patient, il est venu dans quel tableau, après avoir mis en route le traitement, il évolue comment. Donc, c'est aussi un reflet de l'efficacité thérapeutique qu'on a mise en place. Les signes de déshydratation, il en est de même. Sur le plan cardiovasculaire, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, les diurèses, et surtout rechercher les complications ici, l'œdème cérébral, qui vont à la limite grever le pronostic du patient. Maintenant, sur le plan biologique, c'est une surveillance dans notre contexte africain qui est souvent difficile parce que le ionogramme, l'urée, la créatinine, les gaz du sang,
ne sont pas toujours disponibles en temps réel donc, moi, je préfère recommander de faire la surveillance en fonction des possibilités, on va dire, diagnostiques, parce que dans certaines structures, même si les moyens diagnostiques sont disponibles, il arrive souvent que ce soit le patient ou les parents du patient qui sont obligés de payer. Donc, faire un ionogramme 5 fois, 6 fois par jour, c'est pas toujours évident. Donc, on recommande de le faire tant que possible, mais en sachant qu'on doit toujours avoir à l'idée d'avoir une glycémie toutes les heures, d'avoir un ionogramme à la limite toutes les 6 heures et de pouvoir calculer derrière l'osmolarité plasmatique, d'avoir une fonction rénale idéalement toutes les heures, mais d'avoir 2 fois dans la journée, ça permet toujours de rectifier le tir par rapport à la thérapeutique. Et le must encore dans tout ça, c'est les gaz du sang. Si on peut les faire, tant mieux, surtout au besoin. Ce patient coma hyperosmolaire qui a été diagnostiqué, pris en charge correctement et précocement, souvent l'évolution est favorable, mais par rapport à tout ce que nous avons évoqué, la gravité de prise en charge, le pronostic peut être sombre et surtout aussi par rapport aux facteurs déclenchants. Donc, il y a certains facteurs de gravité qui permettent en fait d'évoluer vers le décès. Notamment, il y a l'âge du patient. Plus on est vieux, évidemment, plus on court le risque d'avoir une évolution fatale. Les délais de prise en charge, l'importance de la déshydratation. Un patient qui arrive déjà avec un collapsus aura déjà moins de chances d'évoluer favorablement que celui qui arrive seulement avec quelques troubles modérés. Et aussi les comorbidités. C'est un patient diabétique, souvent hypertendu, antécédent de ceci, antécédent de cela. Donc, ça ne fait que grever l'évolution et le pronostic du patient. Nous relevons quand même quelques facteurs qui permettent d'aggraver, qui sont des causes de décès, en fait, de l'évolution du coma hyperosmolaire. J'ai classé en cause, enfin, complications naturelles et iatrogènes. Les complications naturelles, c'est vraiment en rapport avec la gravité de la pathologie dès le départ ou bien dans l'évolution, notamment le collapsus, la déplétion potassique et le facteur déclenchant. Et les complications iatrogènes, ça, c'est ce qui est lié à la thérapeutique que nous avons mise en place. Je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas, excusez-moi, qu'il ne faut pas trop rapidement corriger l'hyperglycémie, qu'il faut aller progressivement parce que cette hyperglycémie permet quelque part de préserver la tonicité plasmatique, donc de modérer le collapsus dans des situations dramatiques. Donc, une correction trop rapide ne permettra plus d'avoir, par exemple, un débit de filtration glomérulaire efficace qui était en rapport avec la tonicité sanguine. Donc, on va perdre ces bénéfices-là et le patient, surtout si la correction volumique n'est pas conséquente. Donc, le patient va beaucoup plus se dégrader sur le plan hémodynamique et arriver au décès. L'édème cérébral, c'est la même chose, c'est les corrections trop rapides de la natrémie qui peuvent aboutir à des lésions au niveau du tronc cérébral, des lésions néfastes. La déplétion potassique, en dehors normalement de la caliurèse qui est en rapport avec la physiopathologie de la pathologie, normalement, dès que le remplissage commence à se faire, une bonne réhydratation, la caliurèse diminue et la déplétion potassique qu'on aura ne serait que iatrogène avec des apports inappropriés, enfin, des apports insuliniques qui ne sont pas suivis d'une compensation potassique. L'hypoglycémie, c'est pareil. Dès qu'on est autour de 9-10 millimoles de glycémie, on devrait normalement rien qu'avoir des doses minimalistes d'insuline, voire passer à la voie subcutanée secondairement. Maintenant, le dernier volet de la prise en charge que nous allons aborder, comme l'a dit Madame Matassou au départ,
c'est bien beau de traiter. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la prévention de cette pathologie et surtout pour diminuer la mortalité qui lui est attribuée. Il y a vraiment une phrase que je veux qu'elle reste imprimée dans nos cerveaux après ce webinaire, c'est que toute affection médico-chirurgicale chez un diabétique de plus de 50 ans peut se compliquer d'une hyperosmolarité. Vraiment, diabétique d'un certain âge, qui a une grippe, qui a un paludisme, qui a une affection aiguë, une pneumopathie, et qui, de surcroît, est dans un contexte où il ne pense pas à s'alimenter, il ne pense pas à boire de l'eau, très facilement, il va se créer le cercle vicieux que nous avons vu à la physiopathologie avec la survenue de cette hyperosmolarité et la déshydratation qui s'ensuit. Donc, pour cela, il faudra éduquer, informer nos patients, nos parents, notre entourage par des informations simples. La première chose, c'est le diabétique qui ne doit jamais interrompre son traitement. Jamais interrompre son traitement, quel que soit le type de traitement, que ce soit les antidiabétiques oraux ou l'insuline. Le traitement doit être adapté aux doses et aux conditions. Ça, c'est maintenant du ressort du diabétologue qui le suit et pour éviter, dans les situations aiguës, qu'il ait des traitements ou bien des posologies qui ne correspondent pas à ses besoins. Et derrière ça, faire une surveillance quotidienne de la glycémie, l'état d'hydratation et de la diurèse. Et ça, c'est encore, par exemple, un patient qui est diabétique, qui est hospitalisé pour une pathologie quelconque. Ce sont des variables à monitorer chez ce patient pour éviter d'arriver à un état d'hyperosmolarité. Et enfin, dépister et traiter précocement tout ce qu'on a cité tout à l'heure, des complications aiguës, des infections et les situations hyperglycémiques. Donc, avant de conclure, je voudrais donner quelques messages forts que nous devons retenir de cette pathologie, coma hyperosmolaire. Donc, la première chose, c'est une urgence métabolique grave. Elle est moins fréquente, mais plus mortelle que l'acidocétose. Et c'est le sujet âgé, diabétique, souvent de type 2. Et sur le plan clinique, c'est tout simplement une hyperglycémie qui entraîne une hyperosmolarité. Et le diagnostic est fait devant cette déshydratation qui évolue de façon insidieuse et finit par être globale. Et la particularité, c'est que, comme c'est un diabétique, il n'y a pas de corps cétonique parce que nous l'avons vu dans la physiopathologie, tout ce qui fait en sorte, ce qui caractérise cette hyperosmolarité où il n'y a pas de corps cétonique. Et les complications sont très rapidement mortelles, la survenue d'un œdème cérébral, un collapsus et d'une thrombose qui peut être veineuse ou artérielle. Et les dernières choses à retenir par rapport à ces messages liés à la pathologie, c'est que sur le plan thérapeutique, vraiment, la restauration de la volémie est l'objectif initial et cette restauration est la pierre angulaire et repose sur les colloïdes si on est face à un collapsus, le chlorure de sodium ou l'eau en absence de collapsus. Pour ce qui est de l'hyperglycémie, il faut la corriger de façon progressive à la seringue taux-pousseuse et en sachant que derrière, il y a un risque de iatrogénie avec la survenue d'une hypokaliémie et d'une hypoglycémie qui sont néfastes pour le patient avec des complications qui peuvent aboutir à un décès imminent. Maintenant, le pronostic est fonction de la rapidité de prise en charge, on l'a dit depuis l'introduction, et la prévention. Il faut éduquer nos patients diabétiques et quand ils ont un certain âge, il faut qu'ils soient bien accompagnés et en présence des pathologies aiguës, ils doivent avoir une surveillance régulière de la glycémie, de l'état d'hydratation et la diurèse. Donc, mesdames et messieurs, j'espère avoir rempli les objectifs pédagogiques, j'espère avoir rendu meilleur chacun dans la compréhension
et la prise en charge de cette pathologie qu'est le coma hyperosmolaire, une urgence médicale qui nécessite une prise en charge rapide et spécifique pour améliorer le pronostic. Et pour terminer, en conclusion, je dirais qu'une meilleure prévention et une vigilance accrue, surtout chez les patients à risque, vont nous permettre de réduire la fréquence et sa gravité, comme l'a souhaité Madame Mazatassou à l'initiative de cette rencontre. Donc, je vous remercie et je suis à votre disposition pour la discussion et les informations particulières. Merci. Professeur, je tiens à vous remercier chaleureusement pour la qualité pédagogique de votre intervention et pour la richesse des connaissances que vous avez partagées avec nous. Nous allons à présent entamer la phase des questions-réponses. Celle-ci se déroulera dans l'ordre des mains levées. Avant de poser votre question ou de partager votre remarque, je vous invite à vous présenter brièvement afin que nous puissions mieux vous connaître. Une fois votre intervention terminée, merci de baisser votre main pour faciliter la prise de parole des autres participants. Enfin, un grand merci à chacun et à chacune d'entre vous pour votre présence active et votre engagement tout au long de ce webinaire. Professeur, lors de votre présentation, nous avons monsieur ou madame Doumbia qui demandait est-ce que le coma hyperosmolaire peut être inaugural du diabète? Je réponds directement ou bien j'attends d'autres questions? Oui, ben, on peut répondre directement puisque nous n'avons pas encore d'autres questions. Ok, merci à Madame Doumbia pour cette question. Je l'ai dit en introduction, hein, c'est-à-dire le coma hyperosmolaire, c'est l'apanage en fait du diabétique de type 2, mais beaucoup plus le diabétique connu. C'est-à-dire le type 2, il a un certain âge, plus de 50 ans, plus de 60 ans. Donc, à cet âge-là, c'est souvent rare d'avoir un diabète inaugural. Mais il n'y a pas en médecine ou en science, il n'y a pas de règle absolue, en dehors de quelques rares situations. Donc, pour ce qui est du coma hyperosmolaire, effectivement, il peut être inaugural d'un diabète de type 1 et d'un diabète de type 2. Dans la littérature, il y a même décrit que dans 50% des situations, il peut être inaugural d'un diabète de type 2. Mais souvent, pour un diabète de type 1, autant pour moi, mais souvent dans les situations de diabète de type 1, le coma hyperosmolaire est très souvent associé à un coma acidocétosique parce que les deux peuvent aller de pair. Et là, c'est surtout en rapport avec la grosse carence insulinique. Donc, vous pouvez avoir un patient qui a une hyperosmolarité associée à une acidose métabolique. Ok, merci infiniment pour votre réponse, professeur. Nous avons une main levée. Docteur Gatsongo, toutes mes excuses si je prononce mal. Vous avez la parole. Docteur Gatsongo. Allô, ça va maintenant? Oui, bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien, docteur. Bonjour, je vais bien et de vous, pareillement Oui, aussi. oui, Eh très bien, bien, merci. vous avez bien prononcé mon nom, c'est Gachongo. Merci beaucoup. D'accord. Alors, quelle est votre préoccupation? D'accord. En fait, ma préoccupation, je voulais simplement poser une question. Bon, j'ai deux questions, hein. La première, c'est de savoir quels sont les critères de résolution concernant le coma hyperosmolar auprès du professeur. J'ai bien suivi l'exposé, mais j'ai pas su peut-être entendre, peut-être j'ai pas prêté trop attention, mais j'ai pas su entendre ça. Et l'autre question, est-il possible, comme étant examen complémentaire, de demander une radiographie thoracique? Et si cela est oui, ça peut se faire dans quel contexte qu'on peut demander une radiographie thoracique? Merci. D'accord. Merci, docteur, pour votre
questions. Professeur, nous avons une préoccupation de Madame Doumbia dans la discussion qui vous remercie d'abord pour votre réponse. Et sa deuxième préoccupation est quel est l'intérêt de l'échographie pour la surveillance? Je pense que nous pouvons répondre à ces trois questions, professeur. Merci, Madame Azatassou. Donc, pour la question Bon, je vais finir avec Madame Doumbia, puisqu'elle avait déjà une question. L'intérêt de l'échographie. Oui. En tant qu'anesthésiste réanimateur, je pense que l'intérêt de l'échographie, c'est aujourd'hui, l'échographie permet d'évaluer la volémie. Donc, en réanimation aux urgences, on peut calculer le diamètre du remplissage. Ça, c'est surtout si on n'a pas d'autres moyens pour monitorer la volémie. Donc, on peut s'aider du diamètre de la veine cave inférieure. On peut bien le réhydrater. Maintenant, l'échographie, ça c'est maintenant par rapport aux facteurs déclenchants, ça rejoint un peu la deuxième question du docteur Kassongo. Si le patient a une pneumopathie, si le patient a un point d'appel pulmonaire, on peut faire une radio thoracique au lit en fonction de son état. Donc, ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas un élément diagnostique d'emblée pour, tout comme l'échographie, un élément diagnostique d'emblée pour le coma hyperosmolaire. Le coma hyperosmolaire, vraiment, c'est la clinique, les signes cliniques et les examens sanguins biologiques qu'on a vu tout à l'heure, la glycémie, le ionogramme, tout ce qui nous permet de calculer l'osmolarité. Ça me permet d'enchaîner sur la première question du docteur Kassongo sur les critères de résolution. En tant que clinicien, si vous mettez en route votre traitement qui est basé sur la réhydratation et secondairement l'insulinothérapie, donc, ce sont les mêmes éléments de surveillance que vous avez par rapport à l'admission du patient. Sur le plan neurologique, il évolue comment? S'il arrivait confus, est-ce qu'il est plus vigilant? S'il répond mieux aux questions? S'il est arrivé comateux, est-ce qu'il s'améliore? Donc, et cette dynamique sur le plan hémodynamique, il est arrivé, est-ce qu'il était en collapsus? S'il n'est pas en collapsus, comment était la fréquence cardiaque? Est-ce qu'il est arrivé avec une fréquence cardiaque à 120 et progressivement il descend à 100 en dessous de 100? Ça veut dire que la volémie, le cœur n'a plus beaucoup à travailler pour assurer sa fonction vitale. Donc, une surveillance dynamique, on va dire, des paramètres vitaux. Maintenant, sur le plan biologique, et ce que je disais au niveau de la surveillance biologique, idéal, c'est de faire le ionogramme toutes les 2 heures, la créatinine toutes les 2 heures, calculer l'osmolarité en fonction de cela. C'est vraiment ça l'idéal. Et comme je l'ai dit en insistant, dans nos unités, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir ce monitorage des patients horaires. Mais c'est mis par répondu à la préoccupation des uns et des autres. Songo, j'espère que vous avez eu satisfaction. Oui, il s'est prononcé dans la discussion. Alors, l'utilisateur de la marque Xiaomi, bonjour, vous avez la parole. Bonjour à vous, vous m'écoutez, j'espère. Oui, nous vous entendons parfaitement. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, moi c'est Boy Jude, je suis infirmier en milieu de travail actuellement. Je suis à l'entreprise of Mass. D'accord, monsieur. Ok, j'ai 3 questions. Par rapport à la prise en charge du coma hyperosmolaire, j'aimerais savoir si il y a une différence dans la prise en charge de ce coma par rapport à l'acidocétose diabétique. Parce que le professeur, dans la prise en charge, est revenu plusieurs fois sur la réhydratation et l'insulinothérapie. Je crois que c'est aussi la base du traitement du coma de la prise en charge du coma acidocétosique.
Et il a aussi mis l'accent sur une éventuelle hypokaliémie liée peut-être à l'insulinothérapie. Qu'est-ce qui fait la particularité de la prise en charge de ce coma par rapport au coma acidocétose diabétique? J'aimerais comprendre la particularité de sa prise en charge et aussi l'impact de ce coma sur la fonction rénale. Si le professeur peut nous expliquer parce que j'ai pas compris en fait son impact sur la fonction rénale. Et ma dernière préoccupation, bon, c'est lié au fait que je n'avais pas rejoint la réunion un peu tôt, donc j'ai manqué certainement les diapositives qui parlent de la cause en fait de ce type de coma, et pour ne pas dire sa physiopathologie. Parce que je sais que dans le cas de l'acidocétosique, du coma acidocétosique, ça part des corps gras, des acides aminés et tout ça. Dans le cas du coma hypersomnolaire, ça part de quoi ce mécanisme-là? Merci et bonne présentation. Je remercie le professeur pour cette présentation. Merci à vous tous. Merci, Monsieur Jude, pour vos questions. Professeur, c'est pas vous souhaitez répondre aux questions avant d'entamer les questions de la discussion ou comment nous allons procéder? Je peux répondre, puisqu'il a posé, on va dire, en gros, 3 questions. Oui, 3 questions. Oui. Donc, en fait, les 2 dernières questions se rejoignent un peu. Et je vais commencer par elle. La première question, c'est beaucoup plus sur le traitement. Donc, dans l'ordre chronologique, il vaut mieux commencer par le comment du pourquoi ou bien du pourquoi du comment avant de le traiter. Donc, il a demandé l'impact du coma hyperosmolaire sur la fonction rénale et quelles sont les causes. Là, si vous avez mon écran, j'ai remis cette planche-là. Comme vous avez dit, peut-être que vous n'étiez pas encore là. Donc, pour faire la part des choses, là, si on enlève les croix sur l'écran, vous avez en quelque sorte la physiopathologie du coma acidocétosique. Tout repose en fait sur l'organisme, la quantité d'insuline disponible dans l'organisme pour lutter contre la néoglucogénèse, parce que les hormones, la contre-régulation, c'est le glucogène, le glucagon. Eux, ils sont là pour apporter de la glycémie, enfin du glucose aux cellules. Et l'insuline est la seule hormone de la contre-régulation. Ce qui fait que chez le patient diabétique, il aura toujours une hyperglycémie parce que il y a une défaillance en insuline. Mais dans le coma hyperosmolaire, la défaillance en insuline n'est pas, elle n'est pas profonde, si vous voulez. Elle est modérée, donc elle permet en fait de ne pas arriver aux situations d'utilisation des corps gras pour arriver à produire des acides, ce qui fait la particularité du coma acidocétosique. Vous voyez. La particularité du coma hyperosmolaire, c'est que cette hyperglycémie qui est liée à une insuline, on va dire une baisse d'insuline modérée, est surtout aggravée par le fait que la polyurie que le patient a, parce qu'il faut qu'il chasse l'excès de glucose, cette polyurie n'est pas compensée par les apports hydriques. Donc, progressivement, la personne ne compense pas ses apports hydriques. Il a soif, mais certaines situations font en sorte qu'il n'arrive pas à remplacer ce manque d'eau et ça va s'installer progressivement jusqu'à entraîner un état d'hyperosmolarité qui fait la particularité du coma hyperosmolaire. Donc, je me permets de remettre aussi cette planche si vous ne l'avez pas vue, si vous n'étiez pas encore là. Donc, vraiment, le cercle vicieux, il est là. Le cercle vicieux, il est là. Hyperglycémie, diurèse osmotique, déshydratation, et c'est la déshydratation qui constitue le socle, en fait, du coma hyperosmolaire, alors que le coma acidocétosique, c'est beaucoup plus la carence en insuline. Il n'y a pas assez d'insuline, l'organisme va utiliser les corps gras, et l'utilisation des corps gras va aboutir à la formation des corps cétoniques, qui est le coma acidocétosique. Donc, ce qui fait que sur le plan thérapeutique, les attitudes sont différentes. Dans le coma hyperosmolaire, le challenge, c'est de rétablir la volémie.
de ramener la volémie à la normale, mais de façon, on va dire, graduelle. Ce n'est pas tant, on ne court pas tant à rétablir une glycémie normale en donnant de l'insuline, ce qui est le cas dans l'acidocétose diabétique. Il faut ramener la glycémie dans les normes pour éviter l'utilisation des corps gras. Donc, le traitement du coma hyperosmolaire, c'est surtout d'abord réhydrater, ramener la volémie et maintenant, secondairement, corriger progressivement l'hyperglycémie. Alors que pour le coma acidocétosique, on commence les deux en même temps. On cherche à baisser la glycémie et en fonction de l'état d'hydratation, on fait aussi un apport hydroélectrolytique. Maintenant, pour ce qui est du potassium, c'est dans les deux situations. Hein. Chaque fois qu'on utilise l'insuline fait rentrer le potassium dans la cellule, donc ça va entraîner une hypokaliémie. Donc, il faut toujours avoir un apport potassique conséquent quand on utilise l'insuline. J'espère avoir été clair sur ces particularités entre l'acidocétose et le coma hyperosmolaire. D'accord. Merci, professeur. J'espère que Monsieur Jude a eu satisfaction. Dans la discussion, nous avons une intervention de Dr Cadet qui demande, sur le plan paraclinique lors de la prise en charge, quelle est la fréquence de surveillance de la glycémie, la kaliémie, la natrémie et à quel moment faire ces surveillances? Ensuite, nous avons Monsieur Hassan qui d'abord vous remercie pour votre magnifique présentation et voudrait savoir quel est le protocole de l'insulinothérapie face à un coma mixte, cétoacidosique et hyperosmolaire. Ensuite, nous avons Madame Amar qui demande, en cas de coma hyperosmolaire suite à un IDM, on commence par sauver le cœur. Pourriez-vous nous expliquer la démarche à suivre? Et pour finir, par rapport aux questions dans la discussion, si on est dans une zone où on ne peut pas réaliser l'ionogramme sanguin, peut-on penser à un coma hyperosmolaire devant une glycémie élevée, une glycosurie et absence de cytonurie? Je pense que nous pouvons répondre à ces questions, professeur. Bon, merci aux différents intervenants pour la pertinence de leurs questions. Pour le premier, c'est qui a demandé la fréquence de surveillance des paramètres. Je l'ai dit dans la surveillance paraclinique du patient, c'est-à-dire la surveillance elle est clinique et biologique. Donc, la glycémie, normalement, c'est toutes les heures. Vous avez un patient chez qui vous allez administrer de l'insuline, donc il vaut mieux avoir une glycémie toutes les heures. Le potassium et le sodium, c'est le ionogramme. J'ai dit, idéalement, le ionogramme, il faut le faire toutes les 2 heures, si les conditions vous le permettent. Mais si on peut le faire toutes les 6 heures, toutes les 8 heures, ce serait déjà pas mal. Mais l'idéal, vraiment, c'est de faire toutes les 2 heures. Quant au deuxième intervenant sur le coma mixte, le coma, déjà, faudrait, si vous arrivez à diagnostiquer ces deux comas, c'est que vous avez vraiment bien compris. Vous êtes dans une équipe qui a bien cerné la situation. C'est ce patient qui arrive avec tout ce qu'il présente, une déshydratation, une hyperglycémie, il a des corps cétoniques. Et quand vous arrivez à mettre derrière aussi, à révéler une hyperosmolarité, ce qui fait c'est un coma mixte qui peut arriver chez certains diabétiques. Là maintenant, je vous ai donné les deux particularités du traitement des deux décompensations diabétiques. Donc là maintenant, vous traitez en fonction de vos objectifs thérapeutiques. Si votre patient présente une défaillance hémodynamique avec le collapsus, c'est que la déshydratation prime.
Donc, vous commencez par vraiment bien remplir votre patient. Si la déshydratation est modérée et que c'est beaucoup plus, on va dire, des troubles neurologiques avec une hyperglycémie plus de 50, ça peut arriver, c'est plus de 50 millimètres. Là, maintenant, c'est l'insulinothérapie, en sachant que c'est l'acidocétose qui prend le dessus. Et cette acidocétose, vous allez corréler votre insulinothérapie à votre bandelette urinaire. Vous allez faire toutes les heures en même temps que vous faites la glycémie, la glucosurie. Donc, c'est l'élimination progressive des corps cycloniques dans les urines qui va vous orienter aussi vers votre insulinothérapie. Donc, dans un coma mixte, c'est comme ça que vous jonglez en fonction du tableau clinique qui vous paraît le plus dominant entre privilégier de façon drastique la réhydratation et privilégier de façon drastique l'insulinothérapie. Mais les deux sont, comme je disais, il faudrait les rendre malléables par rapport à votre... C'est une surveillance dynamique, c'est une prise en charge dynamique. On ne met pas le protocole et puis on va s'asseoir dans un coin. Non, c'est vraiment à chaque heure qu'il faut adapter la thérapeutique en fonction des éléments de surveillance clinique et paraclinique. Pour le troisième intervenant sur l'infarctus du myocarde, évidemment, quand je vous ai énuméré les buts du traitement, c'est de traiter la cause. Donc, ici, la priorité, vraiment, c'est de traiter l'infarctus du myocarde. L'hyperosmolarité, elle ne tue pas tout de suite, on la prend en charge, mais l'infarctus du myocarde, vous ne la prenez pas en charge, ce qui va emporter le patient. Donc, vous réglez le traitement de l'infarctus du myocarde et derrière, dans les autres moyens thérapeutiques, pour régler le problème de l'hyperosmolarité. Et maintenant, pour la dernière question, j'ai bien aimé, puisque dans notre pratique quotidienne, il y a plusieurs confrères qui sont dans des situations. Rassurez-vous, vous avez un patient qui a des troubles neurologiques un peu confusionnels. Il n'est pas dans le coma forcément, hein, il est un peu confus, il délire. Vous avez hyperglycémie, vous n'avez pas dit. Merci. Merci, professeur, pour vos différentes réponses et j'espère que nous avons eu satisfaction. Nous avons Monsieur Jude qui voudrait savoir l'impact du coma hyperosmolaire sur le rein. D'accord. Donc, la physiopathologie que j'ai représentée ici, vous savez que le rein était un organe, ça fait partie des organes nobles, hein, et le rein est à peu près 20% du débit cardiaque. Donc, chaque fois que le sang pompe, le cœur pompe 10 litres de sang, il y a 20 litres qui arrivent au niveau du rein, qui est l'organe de filtration. Donc, si vous avez une situation où cette quantité de volémie est diminuée, vous aurez aussi une diminution du débit de filtration au niveau du rein. Donc, la fonction rénale est vraiment liée à cet état hémodynamique. Maintenant, la particularité encore pour ce qui concerne le coma hyperosmolaire, comme vous voyez, l'hyperglycémie entraîne une diurèse osmotique. Donc, c'est la tonicité plasmatique qui va encore entretenir, enfin, pendant un certain temps, le débit de filtration glomérulaire, mais juste pour, on va dire quoi, adapter l'état de déshydratation à la fonction rénale. Mais elle finit quand la volémie n'est pas corrigée à temps. Si nous avons une situation de déshydratation persistante, le rein ne pourra plus rien filtrer et vous allez avoir, dans un premier temps, une insuffisance rénale aiguë. Et si, malheureusement, c'est un patient qui a d'autres comorbidités, hypertension artérielle, et que c'est encore, il peut malheureusement évoluer vers une insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire terminale, où il sera sujet à avoir des dialyses permanentes. D'accord. Merci, professeur, pour votre éclaircissement.
Nous avons dans la discussion Dr. Sarré qui vous remercie d'abord pour votre magnifique présentation et voudrait savoir, peut-on avoir une présentation clinique atypique où le patient peut présenter un signe de localisation avec une imagerie cérébrale normale et une résolution complète de la symptomatologie après prise en charge et si possible connaître le mécanisme physiopathologique. Merci. En fait, cette question, elle est liée en fait, aux conséquences neurologiques de la déshydratation. Okay. Conséquences neurologiques de la déshydratation, le cerveau a besoin d'un certain état d'hydratation et les cellules nerveuses, j'entends par là. Donc, dans les situations d'hyperosmolarité, vous avez une hypernatrémie qui va privilégier le secteur vasculaire. Donc, la déshydratation intracellulaire, malheureusement, peut s'accompagner dans certaines situations des signes focaux, mais ce n'est pas des signes, on va dire, focaux irréversibles. Donc, la déshydratation intense va malheureusement entraîner ces signes focaux et on peut objectiver effectivement d'un déficit moteur sans qu'il y ait une image radiologique qui renvoie vers une localisation pathologique particulière. Donc, ça fait partie, évidemment, des signes de souffrance cérébrale liés à l'hypernatrémie qui accompagnent l'hypertonicité sanguine avec l'hyperosmolarité. Donc, ce n'est pas exclu. Ça fait partie des éléments de complications de coma hyperosmolaire. Surtout si on a des natrémies qui vont au-delà de 160, 165 millimoles par litre. Ok, merci professeur pour votre éclaircissement. Je ne sais pas, docteur Sarré, vous avez eu satisfaction, j'espère. Nous n'avons plus de questions dans... Ok, docteur Giner, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez la parole. Merci. Bonjour, professeur. Bonjour. Donc, nous sommes docteur Zué du Centre de stimulation appliquée à la santé du Gabon. Donc, nous voulons déjà vous remercier pour les éclaircissements apportés sur ce sujet. Nous avons deux questions. Donc, nous avons remarqué effectivement que la définition du coma hyperosmolaire tournait autour du patient diabétique. Visage des gens, c'est pas possible. Pardon? Toutes nos excuses, vu que les micros sont ouverts, je pense qu'il y a eu interférence. Vous pouvez y aller, docteur. D'accord, merci. Donc, Merci. nous disions que nous avons effectivement compris que la définition du coma hyperosmolaire tournait autour du patient diabétique. Et donc, nous posons la question de savoir qu'en est-il de ce patient qui présenterait toute la symptomatologie en rapport, mais qui ne serait pas diabétique, c'est-à-dire qui aurait peut-être une hyperglycémie dont la source serait autre chose que le diabète. Est-ce que dans ce cas, on parle toujours de coma hyperosmolaire? Ça, c'était notre première question. Et la dernière question, c'est en rapport avec la thérapeutique. Donc, l'insulinothérapie, le contexte local peut nous emmener à des situations où nous n'avons pas de pousse-seringue électrique. Et donc, comment pouvons-nous administrer l'insuline avec le protocole que vous avez énoncé? Merci, professeur. Merci, docteur, pour votre préoccupation. Monsieur Arsène Andilu, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez la parole. Bonjour, professeur. Je ne sais pas si vous m'écoutez en fait. Bonjour. Oui, nous vous entendons très bien. D'accord, je suis Arsène Dilumide, je suis anesthésiste réanimateur, actuellement au CHU de Toulouse. J'avais juste une préoccupation chez le professeur. Je voulais savoir, professeur, dans votre pratique, en fait, par rapport au remplissage, parce que j'ai vu que vous avez parlé de colloïdes et puis du sérum NaCl 0,9%.
Et j'aimerais savoir, est-ce que vous alternez pas les sérums physio avec le Ranger lactate, du fait que il y a le moment où on incrimine un peu que le sérum physio à un certain niveau peut être à l'origine d'une insuffisance rénale, aggravé au fait une insuffisance rénale aiguë préexistante du fait de l'acidose chlorémique. Je ne sais pas dans votre pratique, dans le remplissage, est-ce que vous essayez d'alterner le remplissage avec du sérum salé et du Ranger ou pas au fait? D'accord. Merci, docteur, pour votre préoccupation. Professeur, je pense que nous pouvons répondre pour le moment aux questions. Donc, pour le premier intervenant, docteur Nzue, la première question, c'est sur le coma hyperosmolaire chez patient non diabétique. Ben, le coma hyperosmolaire, si vous avez tous les arguments, qu'il soit diabétique ou pas, il faut poser le diagnostic tel quel. Maintenant, ce que vous avez à faire chez le patient qui n'est pas diabétique, c'est de rechercher la cause. Parce que la cause est souvent, on va dire, exogène. Est-ce que c'est un patient qui a consommé des médicaments qui sont hyperglycémiants? Est-ce que c'est un patient qui a pris des médicaments qui sont déshydratants au point où il n'a pas pu compenser ses apports hydriques? Est-ce que c'est un patient qui a consommé des substances hyperosmotiques, on va dire? Donc, c'est le travail que vous avez à faire dans votre discrimination diagnostique. Mais si vous avez tous les éléments du diagnostic, c'est un coma hyperosmolaire. L'apanage du patient faire en même temps un remplissage. Donc, vous pouvez mettre l'insuline dans un soluté à part, et vous savez ce que vous avez comme unité d'insuline par millilitre et vous adaptez votre perfusion en fonction du débit que vous voulez mettre. Donc, la seringue peu pousseuse n'est pas une panacée si vous n'en avez pas. Que ce soit un sérum de 250 ou 500, vous mettez votre insuline dedans. L'avantage, c'est que vous êtes dans un processus de remplissage, donc votre insuline passera en fonction de vos besoins. Merci pour cette question que je considère, ce n'est même pas une question, c'est une contribution. Parce qu'effectivement, le Ranger lactate fait partie des éléments de soluté de remplissage, et surtout, comme vous l'avez dit, le sérum salé a la particularité d'avoir aussi d'autres effets néfastes, notamment le faire pleurer lié à la présence du chlore. Donc, effectivement, le Ranger lactate est pas une alternative, mais peut être associé au sérum salé. Dans notre pratique quotidienne, par contre, en fonction des disponibilités, on fait un peu un mélange de tout. Si le patient est comateux, c'est son nasogastrique avec de l'eau plate. Certains collègues aiment bien. Du sérum salé, il y a certains qui sont encore dans la frénésie, hypernatrémie. Moi, ça me gêne de donner du sérum salé, mais il faut en donner. Et le Ranger lactate aussi. C'est vraiment la triade des choses à donner dans ces situations. Merci. Merci, professeur, pour vos différentes réponses. Nous n'avons plus de questions dans la discussion, ni de mains levées. Alors, je vais en profiter rapidement pour insérer la procédure d'obtention de l'attestation. Alors, je rappelle la procédure d'obtention de l'attestation de ce webinaire. Il vous suffira de vous connecter à la plateforme Remal Learning. Learning comme apprentissage en anglais. Ensuite, vous insérez la thématique du jour qui est coma hyperosmolaire dans la barre de recherche.
Vous bénéficierez de l'enregistrement de la formation et pourrez répondre au questionnaire qui vous sera demandé, auquel vous réussirez si vous obtenez une note globale de plus de 60% de bonnes réponses. Vous pourrez également télécharger le support du cours et télécharger votre attestation suite au remplissage des conditions qui vous seront posées. Je profite également de l'occasion pour vous rappeler que nous restons disponibles pour toute préoccupation au numéro suivant. Plus 229 01 96 50 81 30. Plus 229 01 96 50 81 30. Professeur, je tiens à vous réitérer mes remerciements les plus sincères et les plus chaleureux pour tous ces éclaircissements qui ont grandement enrichi notre compréhension du sujet. Avant de clore cette belle matinée, permettez-moi de vous poser une dernière question, professeur. Quel serait, selon vous, le message essentiel à retenir de cette présentation? Madame Zakashi. Le message essentiel, c'est la première chose, c'est veiller sur nos parents diabétiques. Comment veiller sur eux? Parce que la prévention a une place importante dans la survenue du coma hyperosmolaire. Quand on veille sur eux, on arrive à voir plus rapidement venir les choses. Qu'il n'est pas déshydraté, qu'il prend bien ses médicaments. Et s'il a une infection aiguë, qu'il ne s'aggrave pas par rapport à son diabète. C'est vraiment le principal message. Maintenant, pour nous, les praticiens, je suis content qu'il y avait des médecins ici, réanimateurs derrière. Donc, pour nous, les praticiens, c'est vraiment la physiopathologie qui repose sur cette déshydratation globale. Donc, remplir et remplir. Donc, c'est le message. Oubliez un peu l'insuline, mais commencez par bien remplir le patient. Merci. Merci infiniment, professeur. Je sais pas. Nous avons une dernière préoccupation dans la discussion de Madame Boko. Et elle s'excuse vraiment. Et voudrait savoir, chez un patient dans un coma hyperosmolaire et qui présente une maladie rénale chronique, quelles sont les modalités d'hydratation et faut-il toujours passer à la dialyse? Je ne sais pas si nous pouvons rapidement lui répondre avant de clore. Il faut passer à quoi? À la dialyse. Oui. Est-ce qu'il faut toujours passer à la dialyse? Bon, le patient insuffisant rénal, ça veut dire qu'il est dialysé. Il a au moins il a des séances de dialyse quotidiennes. Donc, s'il est déshydraté, sa déshydratation va encore aggraver les choses. Donc, la dialyse va rester dans la chronologie des soins, en fait. Et l'idéal serait qu'il soit dialysé dans la structure où il est pris en charge, c'est-à-dire dans l'unité de réanimation où il est pris en charge. Surtout s'il vient dans une situation de collapsus vasculaire, ce sera pas évident de le déplacer et aller faire la dialyse. Donc, c'est un rein qui est défaillant, un patient qui arrive à développer une déshydratation aiguë avec une hyperglycémie, comme on l'a vu. Donc, ça ne change rien par rapport à la prise en charge de son insuffisance rénale, mais l'objectif ici, c'est de baisser la glycémie et de baisser l'osmolarité. Merci infiniment, professeur, et pour votre réponse. L'une de votre intervention, une phrase qui m'a vraiment marqué, c'est toute affection médicale ou chirurgicale chez un diabétique de plus de 50 ans peut se compliquer du nom hyperosmolarité. Alors, sur ces mots, professeur, je tiens à vous renouveler mes remerciements les plus sincères et les plus chaleureux pour la clarté, la qualité et la profondeur de votre intervention. Votre contribution a apporté un éclairage précieux et a grandement enrichi nos échanges de ce matin. Je souhaite également remercier chacune et chacun d'entre vous, chers collègues, pour votre présence attentive, vos questions pertinentes et votre engagement constant. Hâte de vous retrouver très bientôt et je vous donne un rendez-vous
très prochainement pour notre prochain webinaire qui sera consacré à l'insuffisance rénale chronique, prévu pour le samedi 17 janvier 2026 à 9h GMT. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite en avance de très belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite également à tous et à toutes un excellent week-end. Merci. Merci à vous, madame, et bonne année d'avance à tous les connectés. Merci infiniment, professeur.